Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que je vais ici alimenter, ou plutôt nourrir, un débat géopolitique à l'échelle d'Afrique centrale, ou plutôt de la zone CEMAC, Communauté économique monétaire des États d'Afrique centrale, qui est quelque part une succursale de la Banque de France et ou du Trésor public français. Et cette zone-là regroupe des pays tels que le Tchad, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Centrafrique et notre pays, le Congo-Brazzaville. 99% de ces pays sont des ex-colonies françaises d'Afrique centrale. Or, la Guinée équatoriale, qui fut l'unique colonie espagnole d'Afrique, elle est coincée entre le Gabon et le Cameroun. Elle fait partie de cette zone CEMAC, puisqu'elle n'avait pas de choix, hein. Un tout petit pays, pétrolier certes, qui parle espagnol, mais coincé, donc ils sont obligés de devenir francophones par la force de l'histoire. Mais en réalité, tout cet écosystème, ce sont des Bantous d'Afrique centrale. Et donc, nous allons analyser ou nourrir les débats ici en cours au regard des problématiques, du contexte, des enjeux et des perspectives d'ici à 2025 et 2026. Je me situe dans la période de la fin 2024, pendant 2025 et 2026, où tout risque de se chambouler à l'échelle d'Afrique centrale francophone. Et c'est pour cela que ce débat, je vais le nourrir avec philosophie et stratégie. Et pourquoi? Parce que les enjeux sont tels que si et seulement si la France a des soucis ou va avoir des soucis dans cet écosystème, il est fort à parier que la France pourra perdre considérablement son rang africain, européen et mondial. Et par conséquent, pour la France, la fin ne justifie pas les moyens employés pour protéger ses intérêts. Donc ça se passe à travers les médias et réseaux sociaux, ça se passe à travers les pressions administratives, et ça se passe les pressions politiques, etc., etc. Donc en ce moment, la France est quelque part en guerre en Afrique contre son propre précaré, qu'elle n'a pas su se décoloniser bien avant, pendant les périodes de décolonisation des années 60, où l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Portugal, l'Italie et l'Espagne n'ont plus de monnaie coloniale en Afrique, ni des bases militaires en Afrique, ni d'ingérence politique, diplomatique et compagnie. Non, il ne reste que la France qui ne s'est pas décolonisée de l'Afrique. Et ça risque d'être problématique pour la France, comme je disais, formulait la pensée du père de la négritude, Aimé Césaire, qui avait pourtant dit que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Et j'avais alors reformulé sa pensée, que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. Cette France-Afrique néocoloniale, etc., qui, on voit bien les conséquences, par exemple aussi à l'échelle du Congo-Brazzaville, où tout un pays, la population est déclassée socio-professionnellement
beaucoup forcés à l'exil. N'oublions pas les emprisonnés et les assassinats ciblés et ou de masse. Et ça soit là depuis 40 ans. Il continue à faire son boulot jusqu'à combien de temps encore. Donc, je vais traiter ce débat de manière un peu intellectuelle, mais également politique. Mais dans tous les cas, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini moi, ma liberté de conscience. Donc je vais parler ça clairement et honnêtement en sachant que je mets les pieds donc c'est quoi des intérêts des États, ils comptent les peuples et autres jusqu'à comme des temps encore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous le savez que la mémoire humaine, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre, la partager de manière intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est pour éviter les erreurs, la récurrence ou la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames, les mêmes tragédies. C'est pour éviter les amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires, la repentance, l'oubli. Ces peuples-là qui ne transmettent pas de manière intergénérationnelle, ce sont des peuples qui seront toujours dans le déclassement. Ce sont des peuples qui n'ont pas d'avenir. Il faut connaître ton histoire, l'histoire de ton vécu. Nous qui sommes des scientifiques, au niveau génétique, tout se passe au niveau de la fécondation. Chacun amène, le papa amène son histoire génétique, la maman amène aussi son histoire génétique, et quand ça se croise, et ça peut fabriquer des gens, des profils ou des individus bien portants. Mais il peut apporter aussi des malformations, beaucoup de choses comme ça. Donc l'histoire, toujours connaître l'histoire de votre vécu, c'est commencer déjà ça. Il faut toujours partager cette mémoire. Elle ne doit pas être cachée. Donc il faut la transmettre. Chacun met sa pierre pour la construire. Ici, je vais construire cette petite histoire-là, que je connais beaucoup de choses, mais d'un point de vue stratégique, je vais parler ce qu'on peut entendre, que tout le monde peut entendre. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, non légitime et voie d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au pouvoir d'achat, à l'éducation, à la sécurité, à la justice, au cadre de vie, etc. Le combat permanent. La vie est un combat. Et donc tout individu et tout peuple doit se battre pour que, enfin, que sa liberté, sa dignité soient respectées. Vous avez tout compris? À travers les trois vertus du citoyen devant l'injustice, l'oppression, la barbarie. Vous avez trois vertus. La désobéissance pour arracher votre liberté de citoyen et ou de peuple. La résistance pour défendre votre liberté de citoyen et ou de peuple. Et enfin, la révolte, que ce soit la rue, c'est-à-dire l'insurrection, ou un coup d'état militaire salutaire pour arracher votre ou défendre, etc., votre pouvoir des citoyens et ou de peuple. Voilà les trois vertus des citoyens. Enfin, sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Donc, par conséquent, seule la lutte libère. Enfin, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, dans le contexte politique, géopolitique et géostratégique à l'échelle continentale, anti-France Afrique et Occident global, de plus en plus agressif au regard des rapports de force qui se décident. Ben oui, le contexte anti-France Afrique et
anti-Occident global est là. Et la France-Afrique et l'Occident deviennent de plus en plus agressifs à l'échelle continentale. Au regard des rapports de force qui se dessinent, ben oui, la France, qui fut le gendarme du monde au XVIIIe siècle, grâce à la Révolution française, la Révolution intellectuelle, la Révolution citoyenne des années, des grands philosophes français qu'on appelle Emmanuel Kant, Joseph Rousseau, Voltaire, Diderot et tout ça arrivé jusqu'à la Révolution française. C'était l'épopée de la Révolution française. La France dominait le monde. Et puis arrivé au 19e siècle avec la grande médaille grâce à la révolution industrielle. Et puis arrivé le 20e siècle, les Américains, grâce au conflit majeur et tout ce qui s'est passé, donc a monté. Maintenant là, nous passons à un monde qui est multipolaire. Un monde où les rapports de force s'équilibrent. L'Occident n'a plus l'hégémonie des rapports de force. Et là, ça se chamboule. Mais il y a des tensions en cours. Mais pendant ce temps, nous, l'Afrique, on reste le mouton noir ou le maillon faible de toutes ces transformations-là. Et c'est pour cela que ce soit du côté de l'Occident global, que ce soit du côté du Sud global, tous viennent vers l'Afrique. Donc c'est à nous de comprendre que nous devons aussi se mettre dans ce processus de rapport de force. Ça passe déjà par l'éducation, la citoyenneté, la révolution intellectuelle, la révolution de la gouvernance, la bonne gouvernance, la révolution des stratégies majeures. Et qui sont là, quand on voit par exemple la Corée du Sud, qui est fut un pays on voit des déploiements aux années 1960, et aujourd'hui est devenu un pays très développé. Qu'est-ce qu'il a tout misé sur l'éducation, les savoirs et les connaissances, la bonne gouvernance, l'état d'esprit? Oui, nous apprenons vite, l'Afrique apprend vite. Et on nous empêchait ça. Donc là, nous sommes en guerre. Donc nous rentrons dans les processus des rapports de force. Et donc ces rapports de force-là, vous devez avoir ça à l'esprit. Fabriquer les citoyens africains d'aujourd'hui et de demain. Et donc ici, je vais m'apaisantir sur trois pays. Le Congo-Brazzaville, notre pays, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Pourquoi? Parce que nous avions appris à travers les réseaux embarqués. Ceci nous informe que Emmanuel Macron veut rajeunir ses pantins de chef d'État france-africain en Afrique. Je répète, le président Emmanuel Macron veut rajeunir ses pantins de chef d'État france-africain en Afrique avant la fin de son mandat prévu pour avril ou mai 2027. Je répète, le président Emmanuel Macron veut rajeunir ses pantins de chef d'État france-africain en Afrique avant la fin de son mandat. Et l'Afrique centrale n'y échappe pas. Le coup d'État au Tchad et au Gabon a bien fonctionné. Vous le savez que le coup d'État déjà bien réussi au Tchad en 2021, au Gabon en 2023, risque de se passer au Guinée équatoriale, au Cameroun et au Congo-Brazzaville, notre pays. Nous informe la source. Le coup d'État a déjà bien réussi au Tchad en 2021, au Gabon en 2023, en Guinée équatoriale, ça a raté, manqué en 2023, je répète,
Le coup d'État a déjà bien réussi au Tchad en 2021, au Gabon en 2023, manqué en Guinée équatoriale et est en préparation au Congo, Brazzaville et au Cameroun. Je répète, le coup d'État déjà bien réussi au Tchad en 2021, au Gabon en 2023, manqué en Guinée équatoriale est en préparation au Cameroun et au Congo-Brazzaville. Alors, quelle analyse à la fois citoyenne, intellectuelle, politique, géopolitique et géostratégique donner à cette information d'intérêt général? Ce n'est pas sorcier. C'est ce que je vais ici vous alimenter ce débat en tenant compte de la situation, des problématiques, du contexte, des enjeux et des perspectives de ce plan caché de la France-Afrique sous Macron contre Paul Biya du Cameroun, ou bien Guéman de la Guinée équatoriale et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Explication. D'abord, la situation. Quelle est la situation politique, sociopolitique et tout compagnie de ces trois pays précités dans le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville, qui font partie de la zone CEMAC ou de la France-Afrique, qui dépendent de la Banque de France, du Trésor public français, etc. C'est quelque part les trésors de la France, comme on a eu en Afrique de l'Ouest et autres qui commencent à se... Voilà, comprenez ça. D'abord, la situation. Donc, dans ces trois pays, vous savez que la doctrine ou la philosophie du président Emmanuel Macron, ce sont des coups d'État préventifs. On dit mieux vaut prévoir que de guérir. Donc, sa doctrine, c'est ça, les coups d'État préventifs. Dès qu'ils savent que bon, ben, leurs pions ou pièces métalliques sont en danger, et on fait le coup d'État préventif pour l'enlever, c'est-à-dire changer ses pierres par ses pôles. Inversement. On est bien d'accord? Ce qui venait de se passer au Guinée-Conakry, au Tchad et au Gabon. On est bien d'accord? Très bien. Et alors, quelle est la situation réelle de ces trois pays au regard des perspectives de ce qui se décide? Allons voir d'abord du côté de la Guinée équatoriale. Je vous rappelle que la Guinée équatoriale fait partie de la zone CIMAC, cet ex-pays colonisé par l'Espagne. C'est l'unique ex-pays colonisé par l'Espagne. Une ex-colonie espagnole qui est coincée entre le Gabon et le Cameroun. Deux pays francophones. On est bien d'accord? C'est un petit État. Je ne sais pas la dimension, en France, ici on dirait la dimension de la, la Corse, ou je ne sais pas. Hein. Bon, un riche pays pétrolier qui fut colonisé par les Espagnols. L'unique colonie espagnole d'Afrique, coincée entre le Gabon et le Cameroun. Bon, le despote arrivé au pouvoir en 1979 après avoir assassiné son oncle, Mathias Nguema, qui dérivait dans la folie dictatoriale. Bon, depuis 1979, il est là, bien Nguema. Bon, ce sont des dictateurs, hein, il y a des crimes, des sang, des génocides et des masses, ça c'est sûr et certain. Mais parallèlement, on regarde des autres despotes de la zone CEMAC, mais c'est lui qui a cherché un peu à améliorer les buts de la condition humaine, sociale et existentielle dans son pays. Cela veut dire que les Guinéens équatoriens ont l'eau, l'électricité, ils peuvent se déplacer, le pouvoir d'achat et tout compagnie. Il n'y a pas de souci pour ça, pour ces riches pays pétroliers d'Afrique centrale.
D'ailleurs, il vient d'aider les despotes de France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, à hauteur de 20 milliards de dollars pour payer les salaires des fonctionnaires du Congo-Brazzaville de septembre 2024, où le pays déjà est en cessation de paiement et pour mauvaise gouvernance et de tout ce qu'on a raconté, des biens mal acquis, des malaises de valises africaines, de FMI, des paradis fiscaux et tout ça, c'était vraiment quelqu'un qu'on a laissé là, Sassou Nguesso. Les liquidités, les ressources, c'est pour toi, ta famille et les intérêts étrangers, les Congolais, on les laisse dans la merde et avec les dettes au FMI et tout compagnie. Vous avez tout compris très bien. Mais Obiang Nguema venait d'aider Sassou Nguesso. On est bien d'accord. Mais au niveau des politiques, bon ben, on parle de la dynastie hein, de Nguema. Donc il cherche à remplacer, il cherche à placer son fils qui est déjà avancé dans le processus de la succession. Mais c'était un tout petit pays et comment contrôler ça? Bon, la France a tenté plus deux ou trois fois le coup d'État là-bas, depuis Tchad, et voilà, et ça n'a pas marché. Et donc le gars est bien entraîné. Donc cette configuration-là, est-ce que la France veut remettre la sortie de la dynastie là-bas, sur quel droit et devoir? Et alors que c'est une ex-colonie espagnole, est-ce que la France est-elle au-dessus de l'Espagne? Et qui, bon, peut-être l'ordre mondial de 1945 à nos jours, qui permet à varier. Donc la France était les gendarmes de l'Afrique, mais ok, la Guinée équatoriale, fait partie des piliers de la France-Afrique, parce que le franc CFA et tout compagnie, donc on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Donc la situation de virer Obiang Nguema, je ne sais pas si ça va produire des effets. Bon, pourquoi on veut les virer sous prétexte qu'il est là depuis la nuit des temps. Et voilà, mais attends, c'est pas une ex-colonie française, c'est espagnol. C'est un pays indépendant et donc on ne sait pas ce qui se passe entre Obiang Nguema et la France, et à travers son cheval de toit, la France-Afrique. On a eu des problèmes de bien mal acquis, ce sont des moyens de pression. Peut-être qu'Obiang Nguema veut résister à la France-Afrique. Dès qu'on résiste à la France-Afrique, bon, ben, ils ont les moyens de pression. Dans le coup d'État et tout ce qui s'est passé. Donc rien ne marche plus entre la France-Afrique et la Obiang Nguema, c'est-à-dire la Guinée équatoriale, qui est une des composantes du fonds CFA et de tout ce qui nourrit l'économie française. Passons au Cameroun. Le Cameroun, c'est la première économie d'ailleurs de la zone France-Afrique en Afrique centrale. C'est un pays qui a plus de 400 1000 km², hein, plus de 400 000 km². Aujourd'hui, la population avoisine les 30 millions d'habitants et c'est la première économie en plus. Bon, Paul Biya est depuis là, depuis les années, au début des années 80, qui avait viré Aïdjo, qui était son président. Voilà, le complot France-Afrique de ces années-là. Et puis on en a massacré là-bas. Oh. Ouh. Et donc Paul Biya est âgé. Il est malade. Il doit avoir plus de 88 ans. Il est soigné ici en France, quelque part à l'hôpital des armées, à l'hôpital Percé, en France ici. Et on se cache, on les cache. Donc les populations ou la diaspora manifestent ici en France que bon ben, il a laissé son pays, riche pays, en ressources naturelles, et qu'il n'y a pas des hôpitaux, ils viennent qu'il soigner ici pour lui faire une santé. Et même les réseaux camerounais disaient que quand il venait ici en France ou en Occident, Paul Biya, on les remplaçait tous en son. Et après on rebat un autre là, donc il vient faire voilà. Donc on en parle comme ça, il y a des spéculations comme ça. Donc Paul Biya, on ne sait pas s'il est il est entre la vie et la mort. On l'a même pas vu au sommet de la francophonie qui s'est passé il y a le 4 ou 5 octobre 2024 ici en France. Donc c'est un indicateur, c'est un signe. On dit qu'il serait soigné là-bas, il serait d'autres entre la vie et la mort. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la France protège ses pions. Et c'est comme ça. Et donc, quelle est la situation réelle de Paul Biya? Paul Biya est malade. Et
les sources de la résistance camerounaise nous informent que la France cherche à faire passer, ou plutôt le tour de passe-passe, ou la succession des gré à gré. La succession des gré à gré. Paul Biya fait partie de la tribu qu'on appelle le groupe ethnique qu'on appelle les Wodo ou les Bétis. C'est un peu de ville de Yaoundé jusqu'au sud du Cameroun. La frontière avec la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo-Brazzaville. On est bien d'accord? C'est un pur bantou, en fait. Mais le problème, quand il était arrivé au pouvoir, bon, depuis les problématiques de l'UPC, de Douala ou de Bassa, qu'on en parle. Mais on parle aussi des Bamliqués. Donc le pays est littéralement ou diamétralement opposé entre l'ouest et le sud. Le sud avec le nord-est, c'est-à-dire les Aoussa. Les Aoussa, ce sont les anciens des présidents déchus Aïdjo, qui fut, paraît-on, la référence des présidents camerounais. Donc la France ne veut pas qu'il y ait soit des Bamileke qui tiennent l'économie camerounaise et aussi des Bassa et ou de l'Ouest et ou des Douala. Donc il y a cette tension-là. Donc on cherche la passation des pouvoirs de gré à gré entre les Bétis ou Wondo, c'est-à-dire les Paul Biya, avec les Aoussa, les anciens d'Aïdjo, qui ont collaboré certainement avec le régime de Paul Biya. Et donc là, depuis l'élection de 2018, où le professeur Maurice Kanto fut arrêté, puis fut en prison 9 mois, et en ce moment, liberté surveillée et autres, il y a prison de la diaspora, il y a des présidentielles qui se préparent de 2025, donc on ne sait pas quelle est la situation réelle. Est-ce que la France veut-elle passer, qui a déjà Paul Biya ici, chercher à faire passer ou la dynastie ou le passage de pouvoir de Karagé, puisque le premier ministre qui est déjà là, on le dit déjà qu'il est déjà président déjà. Puisque c'est lui qui gère déjà le président, voilà, le premier ministre, voilà. Donc il y a beaucoup de tensions là qui se dessinent entre le régime de Paul Biya et ses réseaux intérieurs, donc les Bétis et les Aoussa, contre l'ouest et le sud-ouest. Là où se constitue la vraie résistance. Vous avez par exemple Madame Nathalie Yam, c'est des gens qui viennent du sud, ouest, c'est-à-dire les Bassa ou les Douala. Vous avez les professeurs Niamsi qui sont des sud, ouest ou des Douala. Tous les Gotha des vrais contestataires du régime de Pierre Biya sont du sud, ouest ou de l'ouest ou du nord-ouest. Des Bamileke là-bas jusqu'au Bassa et au Douala. Donc voilà, mais c'est eux qui tiennent la dynamique des médias, réseaux sociaux, de l'économie, etc. Mais la France empêche, voilà. Les mauvaises langues disent même chez les Bamileke que la France ne veut même pas qu'il y ait un Bamileke au pouvoir. Et pourquoi? Donc, tous les questionnements. Donc voilà la situation qui est explosive. Et donc sur ça, donc il faut en tenir ça avec philosophie, stratégie et voir comment ça va s'évoluer. Mais bon, dans tous les cas, Paul Biya est ici. On ne sait pas quels sont les plans cachés de sa famille, son clan et des perspectives des présidentielles de 2025. Et il faut se dire que au Cameroun là-bas, tout sauf la dynastie. Deux, tout contre les Biya et autres en 2025. Donc d'où l'union de l'opposition qui ont tenté de faire. Est-ce que ça va réussir? On ne sait pas. Mais le risque d'implosion du Cameroun est élevé d'ici à 2025. Si on ne tient pas en compte ça. Parce que la volonté générale est qu'on en sort des bêtises, des Wondo ou des ça, qui enfin
le pouvoir soit dirigé soit par un Bamileke ou ça, ou Bassa, ou Douala, voilà. Donc c'est ça la problématique. C'est quelque chose que je connais trop bien, mais je préfère rester un peu stratégique pour ce dossier au cas géopolitique. Ok, très bien. Maintenant, passons à la situation de notre pays, le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso est déjà là depuis la nuit des temps. Il a assassiné deux présidents pour arriver au pouvoir. Le président Marien Ngouabi et son prédécesseur Marien Ngouabi, Massa Madiba. Sassou Nguesso a assassiné son mentor, commandant président Marien Ngouabi, le 18 mars 1977, suivi de l'assassinat du prédécesseur de Marien Ngouabi, Alphonse Massa Madiba, qui Marien Ngouabi voulait remettre le pouvoir à lui pour s'occuper de la science, parce qu'il avait obtenu déjà, il était officier militaire commandant, mais ainsi, il avait obtenu son DA en physique. Donc il voulait continuer à faire les études, et voilà. Voilà, plus le cardinal Emi Bianda et suivi des assassinats. Déjà, le Sassou Nguesso 1 de 1977 à 91, 92, il y avait déjà 3000 assassinés. Et quand il revient au pouvoir à travers le coup d'État sanglant Force Afrique de 1997, du 5 juin au 15 octobre 1997, qui en a occasionné la mort de plus de 30 000 Congolais, plus les opérations Mouébara, toute compagnie, on parle de 400 000 Congolais assassinés. Il est là encore là. C'est le pion de la France-Afrique. Vous savez, dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche pas. Sassou Nguesso est le pion de la France-Afrique. Celui-là qui a déclassé tout le monde dans ce pays. On voyait plein de Congolais à l'exil, souvent sans passeport. Emprisonnés à la chaîne, dont le président élu en 2016, le président, le général Mokoko, qui rentre à ses 8 ans de prison. Vous imaginez. Et son challenger en deux au commissariat, le ministre en deux au commissariat, 7 ans déjà de prison. Ce hors de la France-Afrique. Il joue le jeu, on le sait. Donc, le pays est déclassé. Il est parti d'un pays en voie de développement avant l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir, ou avant l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir en 1977-79, le Congo était très respecté. Et c'était le pays de toutes les révolutions en Afrique, où les gens venaient se réfugier chez nous au Congo pour aller faire les révolutions ailleurs en Afrique, partout en Afrique, que ce soit en Namibie, en Angola, en Mozambique, etc. Et là, plus rien. L'éducation était au haut niveau. Les comptes de l'État à l'équilibre, etc. Le Congo avait un avenir meilleur. Maintenant, depuis qu'il est arrivé, le Congo n'est plus qu'au FMI, en cessation de paiement. L'éducation par terre. La justice par terre. L'éducation par terre, je vous l'ai dit. La sécurité par terre. La santé par terre. Le pouvoir d'achat par terre. Nous sommes en cessation de paiement. Comment un riche pays, le quatrième pays producteur du pétrole du continent, se retrouve dans cette situation? Le troisième des bois précieux du continent se trouve dans cette situation, avec les minéraux. Une population seulement de 5 millions d'habitants. Ce fut un acharnement. Et donc la situation de Sassou Nguesso n'est plus stable. Il est en danger. D'autant plus que déjà, le clan est divisé. Il est divisé parce qu'il y a ceux et celles qui souhaitent rejoindre le peuple. Il y a ceux qui ont la peur des lendemains. Parce que chez nous en Afrique, quand tout a changé, tout a changé. Donc il y a les règlements de comptes en dormance, les contentieux historiques, les scènes de vengeance et autres. Au tout instant, on ne sait pas ce qui peut arriver au Congo. Il y a ceux qui luttent maintenant pour la succession. Dans la dynastie de Denis Sassou Nguesso qui est déjà grillée. Puisque les clans entre eux, ils ne veulent même pas de lui. Et en plus, dans le clan là, s'ils ne rejoignent pas le peuple, ils ne vont pas aller loin, puisqu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivu. Donc le fief de Sassou Nguesso, tout le nord du Congo, c'est-à-dire de Brazzaville jusqu'à la frontière avec le Cameroun, les Centrafriques, c'était son fief. Mais ce fief-là, il y a le dérèglement politique et militaire.
avec les opposants du général Mokoko, du ministre André Komi Salsa, et de tous ces généraux officiers du Nord, cadres du Nord qu'il a assassinés. La coupe est pleine. Et donc, comment Sassou Nguesso se retrouve là? Et parce qu'il y a les pays encore France-Afrique. N'oublions pas les contentieux historiques dans le Sud, puisque depuis déjà l'assassinat du commandant Marek Wabi, Sassou n'a cessé de tuer des cadres du Sud. C'est-à-dire les cadres du Sud, ça va des Brazzaville, les Congo, l'ancien royaume Congo. Quand on faisait la conférence de, de Berlin, c'était la conférence Congo, Congo avec K. Et donc les Congos là vont de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, qui touche la partie là, qui touche les pays du sud du Gabon, du sud Congo, une partie de la RDC et l'Angola. Et donc tout ça, cette population a subi la colère, la criminalité par translation de la France-Afrique à travers son cheval de toit, Denis Sassou Nguesso. Donc il y a des tensions. Donc 99% des populations du sud Congo qui couvrent des tiers de la population congolaise, des tiers de la diaspora congolaise à l'étranger, etc. On en a marre de ce régime de Sassou Nguesso qui était un étranger, qui fut à importer là au Congo-Brazzaville. En plus, il est idiot, il n'aime pas ce pays, il n'aime pas l'Afrique, etc. Donc la coupe est pleine. Et donc sur ce plan-là, au niveau du sud Congo, Sassou ne tient son pouvoir que par ses moyens de pression qu'il exerce sur tout le monde. Comme on dit toujours que pour comprendre la nature d'un régime politique quel qu'il soit, il faut connaître ses moyens de pression exercés sur la population, dissidents, opposants et autres. Et sur ça, Sassou est le champion des coups d'État sur coups d'État, que ce soit politique, constitutionnel, militaire. N'oublions pas des crimes multiformes et multidimensionnels. Donc, il a anéanti tout un peuple avec ses moyens de pression et de violence. Et cette violence est en dormance. Et au moment de la chute, il s'agit de s'exploser, cette énergie potentielle qui est là. Donc, la France ne sait plus à quel sens se vouer, trouver des remplaçants. Parce que, historiquement, il n'y a eu que Sassou qui a trahi ce pays. Youlou Massabadeba, Marengwabi, Yobi Opango et Pascal Lissouba n'avaient jamais trahi ce pays. Il n'y a que Sassou. Donc les marges de manœuvre de la France-Afrique, de l'appeler Sassou Nguesso, sont problématiques. D'où le statu quo, l'immobilisme et autres. Voilà pour l'essentiel de la situation et qui est là, qui est un pays qui est en cessation de paiement, où le climat socio-politique est délétère, des risques d'insurrection et où des coups d'État militaires s'absent parce qu'on a besoin de ces moyens de l'État pour mater, brutaliser et jusqu'à comme l'État. Il a fabriqué des tordus dans ce pays et qui au moment venu s'arrêtent des chambres. Vous savez que Sassou Nguesso, comme fait le cas d'Adolf Hitler, Sassou Nguesso n'aura pas les noms au Congo. Ce sera aussi les risques pour ces enfants-là, petits-enfants. Tu portes Sassou Nguesso, tu vas aller dans une administration, institution, non. Tu risques d'être subi l'injustice ou même assassiné. Donc, d'où les comprendre qu'il y a beaucoup de tensions. On a fait trop du mal à un peuple. Nous sommes le seul peuple d'Afrique centrale, ou même d'Afrique, qui, au cours de ces 30 dernières années, a subi le coup d'État le plus sanglant de l'histoire de toute l'Afrique. Le coup d'État de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Avec la coopération, la participation des pays périphériques, dont le Tchad, d'Idriss Déby, le Gabon, de Bongo, l'Angola, de d'autres Santos, la RDC, la chute de Mobutu, tout ça va même plus haute, et après les Rwandais de Paul Kagame. Et donc un pays a été détruit et autres. Et le Congo aujourd'hui, quand on parle du Congo, association et autres, donc la mauvaise gouvernance. Donc ce fut un acharnement. Donc il y a des tensions en cours. Et donc vous d'Afrique centrale, vous devez comprendre ça. Et donc nous sommes là pour éclairer le débat. Voilà pour l'essentiel de la situation. Décryptons maintenant les problématiques de ce coup bas et coup tordu contre Paul Biya, Denis Sassou Nguesso et Obiangema par leur propre maître. Parce qu'eux, ils sont au pouvoir parce qu'il y a un pacte. Ils ont signé des pactes avec la France-Afrique. Vous savez que dans le pacte, la règle, c'est, ou le principe, c'est le principe de la verticalité. Donc il y a des donneurs d'ordre, il y a des parrains. Quand tu ne sers plus à rien, ouf, ce n'est pas des contrats. Ils n'ont jamais signé des contrats. Les contrats, c'est le principe de horizontalité. Mais là, ce ne sont pas des contrats, comme un contrat de mariage, contrat de business d'affaires ou élection, autre. Non, il y a qu'ils ont signé. Maintenant là, ils cherchent à s'en débarrasser
Bon, regard des tensions dans ce pays, donc que je vous cite, donc ça, ça réfléchit. Ça réfléchit. Donc, analysons les problématiques. Les problématiques, j'en ai sélectionné pour vous 3 problématiques, puisque nous sommes dans la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, qui est une succursale de la Banque de France. Et d'ailleurs, en 2016, Michel Sapin, alors ministre de l'économie et des finances de la France, avait rappelé à les ministres de l'économie et des finances de cette zone que vos importations du franc CFA sont mauvaises. Et donc, vous devez bosser. Donc, il faut, voilà. Et d'ailleurs, il avait dit que si vous quittez le franc CFA, vous recevrez du terrorisme. Donc, ce sont là les menaces et autres. Donc, on voit qu'il y a trop d'enjeux. Alors, examinons les 3 problématiques de cette situation. La première problématique est déjà France-Afrique. Parce qu'elle sait bien que elle a des difficultés en Afrique. Et donc, elle cherche le tour de passe-passe. On est dans le tour de passe-passe. Changer Saint-Pierre par Saint-Paul. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va toujours aller à l'encontre de la volonté générale de ces peuples au regard du contexte? Je ne pense pas. La deuxième problématique qui est là est pour nous anthropologique. Pourquoi il n'y a qu'en Afrique centrale où plus de 100% des changements majeurs ont toujours été dictés ou structurés managés par la France-Afrique, c'est-à-dire la France. Et nous, là, comme les moutons, on le suit. Pendant ce temps, en Afrique de l'Ouest, plus de 2 tiers des changements qui se sont passés là-bas, c'est eux-mêmes. Donc, d'un point de vue anthropologique, il y a des soucis. Regardez bien tout ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger. C'est eux-mêmes qui prennent leurs décisions. Mais en Afrique centrale, on attend que la France vienne faire ceci comme ça s'est passé historiquement au Cameroun, comme ça s'est passé historiquement au Congo-Brazzaville, au Gabon et en Centrafrique. N'oublions pas au Tchad que ça changeait, voilà. Donc, vous imaginez, au Gabon, il y a eu que les tentatives de coup d'État de 18 ou 19 février 1964, où ils étaient venus chercher les Wamba, l'ont ramené dans la forêt. Les gens de forêt là, nous les bons, tous les gens de forêt là, vraiment, vous l'amenez dans la forêt pour aller faire des incantations. Les réseaux Fonca viennent les ravir, bon après ils les remettent là, et après on prépare Omar Bongo, et qui prend le pouvoir après. Après, il y a beaucoup de transition. Mais ils ne savent pas faire les coups d'État, les gens de l'Afrique centrale, c'est ça qu'on a dit. Regardez bien ce qui se passe là, ce serait vraiment du pain béni. Pour les Ouest africains ou même ailleurs. Mais non, rien du tout. Donc nous avions les problèmes partout. Donc la problématique là est anthropologique. La troisième problématique, et enfin, ce sont des réalités déjà précitées qui, au Guinée équatoriale, ce n'est pas la même situation si la France prépare son petit coup bas là-bas, je ne sais pas comment ça s'est passé, ça risque de... Voilà. Au Cameroun, pareil. On regarde des tensions en cours, des risques d'implosion, tout sauf les billards et tout compagnie, les Aoussa, les Bamileke, les Douala, tout ça, dit non, tout sauf les Bamileke, les Wundo, tout ça, donc voilà. Donc tout chez nous est par appartenance. Et donc, s'il y a coup d'état de palais et autres là-bas, celui qui viendra chez les Bétis ou les Iwondo, il sera obligé de trahir les Bétis et les Iwondo et rejoindre les peuples, c'est-à-dire les Aoussa, les Bamileke, les Douala et tout. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a des tensions encore. Et nous, au Congo, bon, on a dit que le risque d'implosion est élevé. Contre les Mboshi, puisque tout est par partenariat, contre les étrangers, contre tout. Parce que chez nous, depuis le coup d'État, ce sont les étrangers qui sont venus nous emmerder. Donc je suis là quand même un Congolais des souches, mais je suis obligé de vous rappeler ça, que le climat d'ostracisme, la peur de l'étranger ou de la xénophobie contre les étrangers est tel qu'au Congo qu'il faut le dire à la vérité, ce qui va arriver. Parce que c'est un étranger qui a été posé là, qui est venu piétiner un peuple, fracasser ce pays, vendu à la découpe aux étrangers. Et pourquoi me dites encore? Voilà pour l'essentiel des problématiques. Allons maintenant le contexte. Le contexte actuel de ces
coup d'État préventif que Macron souhaite entreprendre au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun et au Guinée équatoriale, hein, le contexte. Bon, j'ai réfléchi toujours avec la parole des anciens hein, ou des gens qui connaissent ces dossiers. J'ai un gars qui s'appelle Alain Gier. C'est un ancien patron des renseignements français, des services secrets français. J'aime les suivre vraiment, je les suis un jour sur deux, tout ce qui. Parce qu'il donne les pensées un peu. Il est l'antagonisme. D'un côté, il donne les réflexions vraiment stratégiques, et de l'autre côté, il est un peu l'esprit un peu décolonial, un peu comme ça, quoi. Bon, bref. Bon, il ne s'est pas encore décolonisé dans sa tête, mais il a beaucoup de pensées. Vraiment, c'est quelqu'un qui. Je ne sais pas quelle étude il a fait, mais c'est quelqu'un qui a du cerveau, hein, du lourd. Je sais pas. Donc, il a dit ceci. Il a publié dans ses vidéos que la rupture avec l'Afrique, hein, donc Macron fait la rupture avec l'Afrique. Deux, que la francophonie, c'est la fin. Et trois, la France-Afrique est hors jeu. Et donc, il nourrit les débats là. Donc, vous pouvez aller écouter, bon, je ne fais pas sa promotion, tapez Alain Gier sur YouTube, écoutez ces vidéos-là, et vous pourrez voir le contenu autre et vous analyser. Donc, je vois le contexte qui est là, c'est-à-dire la France-Afrique est mal en point en Afrique. Et qu'ils cherchent d'un côté, à se décoloniser, mais eux, c'est en apparence. Mais ils ne sont pas. Voilà. Donc, il y a des tensions là au cours du contexte. Parce qu'il y a réorganisation géopolitique et géostratégique à l'échelle continentale entre l'Occident et le Sud global, où la France-Afrique, qui, à travers le deuxième ordre mondial de 1945, qui s'était achevé en 1989 avec la chute du mur de Berlin, mais la France continue avec cet ancien ordre mondial jusqu'à aujourd'hui qui est déjà périmé. Au regard du troisième ordre mondial qui a commencé à la fin de la guerre froide en 1989, qui s'est achevé les années 2010, 2015, 2020 aujourd'hui, qu'on rentre dans un quatrième ordre mondial, celui du monde multipolaire, entre l'Occident global et le Sud global. Et donc là, il y a des tensions en cours là, qui va se voir comment va se passer cette affaire-là. Et donc la France ne sait plus à quel sens se vouer. Comme disait, comment on appelle, Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France-Afrique. J'avais alors reformulé sa pensée. Par la suite, que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique parce qu'elle ne s'est pas décolonisée. Donc si la France ne se décolonise pas, pour l'Afrique, elle a bien compris que le préalable de sortie de l'état de crise France-Afrique, il reste que les rapports de force. Si on doit passer que par les rapports de force, en jouant le jeu entre l'Occident et le Sud global, avec l'éducation derrière, la bonne gouvernance, etc., ce qui se dessine. On en a vu déjà en Afrique de l'Ouest, comme en Mali, Burkina Faso et autres. Donc les rapports de force, plus d'éducation, plus la bonne gouvernance, etc. Et donc là, ça va se passer. C'est un processus qui est là. Donc la France n'a plus de barre de manœuvre, en fait. Donc il a trouvé en terre d'Afrique centrale Bantou son terrain de jeu pour continuer à jouer ce jeu néocolonial France-Afrique d'un autre temps. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va continuer? C'est tous les questionnements. Voilà pour le contexte et autres. Alors, quels sont les enjeux de ces coups d'État préventifs d'Emmanuel Macron? Je l'ai sélectionné pour vous trois enjeux. Le premier enjeu est déjà néocolonial. Parce que l'oligarchie politico-affairiste française de gauche comme de droite c'est pas encore décolonisé de l'Afrique. Et tant qu'ils ne seront pas encore décolonisés de l'Afrique, nous ne nous sortirons pas. D'où les rapports de force qui se passent là-bas. Parce que quand on parle de coopération, de partenariat et autres, les langages là ne passent plus en Afrique. Donc l'Afrique va comprendre qu'avec la France, c'est les rapports de force. Et donc ces rapports de force-là qui se décident. Deuxième enjeu, c'est pour la France de Macron et même d'autres qui commencent à parler de la récolonisation, c'est l'application de la pensée de Jules Ferry de 1875 au discours à la colonisation.
l'issue de la colonisation. Donc ils cherchent à adapter ces bases coloniales qui sont là, qu'on en voit, nous a été importées depuis le 1958-59 avec les fameux 11 accords. Or que les pays africains sortent à s'affranchir de ces 11 accords. Quel ex-pays colonisateur d'Afrique, que ce soit la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal et l'Espagne, ont encore des bases militaires et des monnaies coloniales, alors qu'aujourd'hui, ce sont des pays qui ont quelque part la bonne image en Afrique. Oui, vous parlez des Portugais, d'Espagnols, d'Anglais, d'Italiens et autres en Afrique, ça passe. Mais aujourd'hui, les moutons noirs de l'Occident et éventuellement de l'Europe deviennent la France Afrique. Et qui, les voix s'élèvent même au sein de l'Union européenne, qui est la France, décolonise-toi, décolonise-toi. Mais là, ils trouvent ça comme un complot. Alors non. Donc ça va se passer que par les rapports de force. Donc leur plan de remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul, bon, ce n'est qu'une courte temps, ce sont des transitions. Mais ça ne va pas aller loin. Parce que ces gens-là vont comprendre que les rapports de force qui se dessinent en Afrique, ils seront isolés aussi en Afrique, ils seront obligés de suivre la dynamique. L'Afrique veut se libérer de cet ordre ou de ce joug néocolonial France-Afrique qui n'a cessé de tirer l'Afrique vers le bas. Au regard du nombre d'exilés, au regard du déclassement de l'Afrique francophone, la partie la plus riche d'Afrique est aujourd'hui exsangue aux abois et autres, mais jusqu'à combien de temps encore? Le troisième enjeu qu'on en voit, la France cherche à changer de paradigme. Mais changer de paradigme, c'est pas que par l'éducation, c'est pas par les tours passe-passe, c'est pas par les coups d'État préventifs. Non, il faut laisser les peuples africains choisir leur propre destin. Il n'y a pas d'ingérence dans les élections, ni point. Ils peuvent choisir les partenaires et autres. C'est à ce moment-là vous venez avec stratégie par rapport à l'histoire qui est déjà culturelle, linguistique, etc. Vous pouvez séduire l'Afrique par la suite. L'histoire humaine n'est pas encore terminée. Donc ça, c'est que des périodes. Donc la France n'a pas compris ça. Alors, quelles sont les perspectives relatives à ce qui se dessine, où on cherche à dégager Paul Biya et Obiangema et Sassou Nguesso pour assainir, soi-disant, les jeunes pontais qui peuvent continuer comme si on prend jeunes, ils pourront résister autres. Donc, sous prétexte de changer les vieux, oui, on peut être jeune et avoir un cerveau de vieux. On peut être vieux et avoir un cerveau de jeune. Tout dépend du niveau d'éducation de l'individu, de sa psychanalyse, de sa psychologie, de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives. Donc tout ça, on ne peut pas dire, ah oui, mais oui, les jeunes et autres, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Voilà, donc c'est le savoir et les connaissances, le sens de la civilisation et tout compagnie. Donc ça va ensemble. Donc il ne faut pas venir dire on va remplacer les jeunes parce que les gens vieux, on en parle comme ça. On peut remplacer un jeune de Sassou Nguesso, de la génération Sassou Nguesso, il va être encore pire que Sassou Nguesso lui-même. Et donc vous imaginez, mesdames et messieurs, peuple congolais, voici les trois enjeux et les trois perspectives pour lesquelles nous devons suivre cette situation-là. La première perspective, c'est ce qui va se dessiner de la France-Afrique à l'échelle de l'Afrique centrale d'ici à 2026. Oui, donc là, la France risque d'être déclassée grave sur l'ensemble du continent. Parce que j'ai des indicateurs, j'ai des signes. Ils ne s'en sont pas encore décolonisés dans la tête. Donc il y aura des tensions entre la France et l'Afrique francophone. Beaucoup de tensions. Parce qu'il y a des 11 accords qui nous lient. Il y a encore des monopoles et beaucoup de choses. Tu vois? Donc les Africains sont en train de casser ça comme on mange de l'artichaut. Je mange feuille par feuille. Et donc on est en train de lever un à un, tout. Donc ça va être chaud. Au lieu de prendre une décision globale, que bon, c'est bon, on le sort. Voilà, pour l'instant.
Vous imaginez qu'en Guinée équatoriale, les perspectives, on ne sait pas, puisque le gars s'est structuré, organisé, il a son fils qui s'est calmé, et autres, bon, c'est un tout petit pays, ils ont bien travaillé, il faut le dire, en dehors de bien Malki et autres, bien a bien travaillé, hein, ça je vous le dis, hein, comparé aux autres, voilà. Il y a eu quelques dérives, mais c'est, voilà, c'est pas l'ADN force Afrique. Lui, c'est fut une ex-colonie espagnole, donc on voit la différence quand même. Bon, au niveau du Cameroun, les perspectives. J'en ai sélectionné pour vous deux perspectives. La première perspective sur deux, c'est la santé du despote qui est soigné ici. On se prend le garde pour peut-être pour faire le passage du pouvoir de gré à gré et ou du tour de passeport, on ne sait pas. Il est ici, soigné en France, ici, et voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Pour qu'il les cache, il est fort, voilà, vous avez tout compris. La deuxième perspective sur deux du Cameroun, c'est sans les élections de 2025, où il y a une coalition maintenant anti-clan Biya. Les Biya regroupent quoi? Les Bétis, les Bouodo, une partie des Aoussa, pas grand-chose. Et après, bon, ben, après, voilà, la majorité du Cameroun n'est pas, voilà. Donc on voit ce qui va se passer de 2025, la risque de chauffer au Cameroun, les risques d'implosion. Au moment où la santé peut-être qu'il sera mort, ou est-ce qu'il va faire comme ils avaient fait avec les Bourguiba en Tunisie? La France avait fait avec les Bourguiba en Tunisie. Il avait fait avec les au fait douanier. Donc est-ce que c'est les mêmes coups comme ça? Bon, on ne sait pas. Donc dans tous les cas, ça chauffe là d'ici à 2025 où il y a la santé du despote plus les élections. Mais chez nous, au Congo-Brazzaville, là, c'est pas encore plus grave. Puisque déjà, le pays est en cessation de paiement, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, le Congo n'est plus en, en régression, mais rentré dans les quarts-mondes. Et donc là, je ne sais pas comment il va trouver les magouilles et tout compagnie s'arranger. Au moment où le clan est déjà divisé, la peur des lendemains, la guerre des successions, il y a ceux qui veulent rejoindre le peuple. Il y a les dérèglements politiques et militaires dans le nord, de la Kivette, nos histoires des clans, des familles, des tribus et autres, tout sauf ces gens-là qui nous ont détruit ce pays et qui tirent à la marée monte. Les contentieux historiques dans le sud, où tout sauf ces gens-là qui ont détruit le pays, il y a une volonté générale qui est là. Et la force Afrique doute d'ailleurs de Sassou Nguesso. Mais chez nous, tout sauf Sassou Nguesso, son fils et son clan au pouvoir. Mais donc il faut sortir de ça. Changer de paradigme au Congo, c'est sortir du cadre de Sassou Nguesso, de son fils et de son clan Boshi, et aller ailleurs. Il y aura petite baisse de tension. Mais si on va là dans le clan, c'est celui qui prendrait le pouvoir dans le clan, il sera obligé de trahir le clan et rejoindre le peuple. Il sera vomi et il va parler loin. Donc les tensions sont telles que au Congo aujourd'hui, je vous dis sincèrement, si j'étais Sassou Nguesso, j'anticipais pour sauver quelque part son clan, sa famille et autres. Parce que ce qui risque de passer au Congo, on en a tué au Congo. Sassou, on a tué. À l'échelle nationale, comme au niveau des diasporas. Et il continue. La France Afrique a joué ce double jeu. Jusqu'à comme il était encore. Voilà pour l'explication à la fois citoyenne, intellectuelle, bantou, etc. Je vous ai laissé seulement 10% de ce que j'aurais pu vous le dire. Mais il faut rester stratégique. Donc on suit la situation. Likez, partagez. Et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, ne venez pas chercher que les liens. Non, non, lisez seulement les liens en bas. Si vous lisez les textes pour vous nourrir les débats, et après vous voyez qu'il y a un lien, vous pouvez cliquer là si vous voulez. Ne sert à rien de dire, aïe, aïe, il y a d'autres qui viennent, aïe, aïe, je cherche. Non, ça c'est chantage, je l'ai eu déjà ça. Je vous dis que depuis que j'ai lancé cette quête-là, lors de mon procès Force Afrique, en 2018, j'en ai eu que 31, dont 18 étrangers. 13 Congolais. Arrêtez de venir jouer encore là. Non, non. Pour quelqu'un qui sent le sens de la citoyenneté, de l'intérêt général, ne parle pas. Il va là, il va, je mets 10 euros, 2 0. C'est tout. Il n'y a pas à chercher. Il n'y a pas de discours. Donc celui qui vient de parler, ça ne sert à rien. Il n'y a même pas besoin d'explication. Si tu ne trouves pas les liens, bon tant pis. Les liens en bas et vous cherchez à alimenter les
Débat pour rien. Bon, likez, partagez et surtout suivez avec attention ce qui va se passer en Afrique centrale entre le Congo, Brazzaville et le Cameroun. C'est là où va se passer beaucoup de choses d'ici à 2026. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais, bon vent au peuple camerounais et à bientôt.